Voilà, merci beaucoup à vous, chers amis Shavuot. Tout d'abord, je voulais vous remercier les participants, remercier le consistoire, remercier aussi particulièrement M. Geisman. Et je voulais aussi mentionner ici l'importance de ces rencontres trimestrielles. Bon, en tout cas, on essaie de les organiser à chaque trimestre, au moins une rencontre pour la mémoire et pour la transmission. Élie Buzyn, il y a quelques années, lorsqu'il prenait la parole, avait l'habitude de dire la chose suivante. Qu'aujourd'hui, il faut réussir à transmettre, à nommer, et surtout à former des ambassadeurs de la mémoire. Chaque témoignage est un héritage vivant, une leçon d'humanité et un engagement contre l'oubli. Aujourd'hui, M. Claude Breich, enfant caché, témoin d'une histoire alsacienne et unique. Nous verrons un récit personnel et, si le temps nous le permet, on aura aussi un moment d'échange pour pouvoir poser toutes vos questions. Alors juste, je présente rapidement le parcours et l'histoire de la vie de M. Claude Breich. Tout d'abord, il est né à Orfenden le 28 septembre 1938, dans une famille profondément enracinée en Alsace. Un père issu d'une lignée de Reckendorf et une mère d'origine de Dauendorf. Il y a 5 générations ancrées dans le terroir alsacien juif. Je voudrais avoir une pensée aussi, une pensée émue pour sa sœur Mireille Le, qui est aujourd'hui dans la région parisienne. Il nous parlera de l'arrestation et la traque. En 1940, les Allemands recherchent des enfants. Tous les Juifs de la région sont rassemblés et emmenés en camionnette vers Schirmeck. M. Veil nous racontera comment il a réussi à s'échapper de cette emprise nazie. Ensuite, il parlera de son refuge à Périgueux et des personnes qui ont permis sa survie. Il parlera ensuite du rôle de Losey pendant cette guerre, son lien personnel avec Losey. Et enfin, nous le remercions pour son courage, le courage de témoigner. Je voudrais aussi souligner sa force morale, puisqu'il faut une force morale. Elle est complètement nécessaire pour revenir sur ses souvenirs. Chaque mot prononcé est une victoire sur le silence imposé par l'histoire. Monsieur Veil, la parole est à vous. Bonjour. Veuillez m'excuser, je reste assis parce que je ne peux pas rester longtemps debout. Voilà. C'est gentil d'être venu. Alors j'explique. Monsieur le rabbin a déjà expliqué le départ. Donc, les gens ont été cherchés. J'habitais à Orfenden. Les Allemands sont rentrés en 1940 et ils sont allés dans tous les villages. Ils ont ramassé, dans des camions, ils ont ramassé les Juifs. La gendarmerie ou la police sont venus chez les gens. Vous entendez? Oui, je m'approche. Je prends le micro. Oui. Et ils sont allés dans tous les villages et ils ont ramassé des Juifs dans des camions, place du marché. Et en même temps, ils avaient emmené la musique allemande qui jouait la musique pour dire aux gens, maintenant vous êtes débarrassés des Juifs. C'est vrai. Et donc des camions ont emmené tous les Juifs du village qui étaient encore là, les gens qui
des gens qui avaient bien les moyens, il n'y en avait pas beaucoup, un ou deux par village et pas partout, qui avaient des voitures avec des remorques, ils étaient déjà partis quelques jours avant qu'il y ait l'armistice, et ils sont descendus dans le sud, où ils pensaient qu'ils étaient protégés. Donc nous, on a été chercher à Offendel, les gens ne savaient pas où c'est qu'ils allaient conduire, on leur a rien dit, ils avaient le droit d'emmener juste un petit paquet de 5 kilos, pas plus. Il y avait chez moi, il y avait mon grand-père, ma mère, ma sœur et moi, et tous les autres juifs qui étaient là. Donc on les a emmenés dans des camions en ne leur disant pas où ils allaient. Ils ont donc été emmenés à Schirmeck. Schirmeck, où ils ont dormi, on les a fait dormir dans les écuries en leur donnant de la paille. En leur donnant de la paille. Bon, je parle plus fort, alors, si je peux. Oui. Et ils ont donc dormi, il faut voir la différence. Les gens, on les a cherchés dans leurs appartements, dans leurs maisons, et du jour au lendemain, on les a couchés dans des écuries qui étaient relativement pauvres, j'en sais rien, j'avais 2 ans, on me l'a raconté. Et donc on les a fait coucher sur la paille. Il faut que je dise, on m'a raconté, c'était sans brutalité extrême. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer. 2 jours après, il y a de nouveau des camions qui sont arrivés et qui les ont fait monter et les ont emmenés. Ils ne savaient pas où. On les a donc emmenés du côté de Lons-le-Saunier. Et là-bas, la France avait été coupée en 2 par la ligne de démarcation. Vous entendez? Oui. Oui. Et donc il y avait. Non, je parle faux. Il y avait. Veuillez nous excuser pour l'interruption technique indépendante de notre volonté. Voilà, ça va, vous m'entendez bien. Donc, ils sont arrivés à Lons-le-Saunier et ils nous ont fait descendre et ils leur ont dit allez chez vos amis les Français. Donc, avec cette ligne de démarcation, ils nous ont donc emmenés dans la partie libre de la France, soi-disant libre. Ça représentait la moitié et la capitale de la France à l'époque, c'était Vichy avec Pétain, qui n'était pas plus libre qu'ailleurs, mais le reste c'était occupé. Donc on nous a fait. Ensuite, la Croix-Rouge nous a pris et nous a envoyés à Périgueux par le train. À Périgueux, nous étions. Mon père a été fait prisonnier à Dunkerque. L'armée française a été encerclée. Il y avait encore des Anglais avec aussi. Et ont été emmenés, comme mon père, beaucoup de Juifs aussi, des militaires, dans des camps de prisonniers en Allemagne. Il était en Allemagne du Nord, du côté de Paderborn. Il est revenu après la guerre en ayant été blessé. Voilà, ça c'est une chose. Donc on était à Périgueux, on vivait à, je ne sais pas combien, je peux énumérer, il y avait mon grand-père, ma mère, ma sœur et moi, un oncle, une tante, et ma sœur, mon cousin et moi, dans un petit appartement, à la guerre comme à la guerre. Vous m'entendez? Oui. 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 Et ça s'est passé pour les gosses, on ne se rend pas compte. À l'époque, je suis né en 38, et ça c'était en 40. Donc j'avais 2 ans, grosso modo.
j'ai des flashs qui arrivent encore, et il y avait des périodes là-bas, non, mon père, il n'était pas avec nous. Il y avait des périodes où ça devenait un peu, on s'attendait à ce que la milice c'était des affreux, ça, aux ordres de Pétain, de Laval. Il y avait la milice et la Gestapo qui faisaient des descentes chez les Juifs et qui les emmenaient ou pas. Quand il y avait des périodes dangereuses où on nous avait prévenu qu'il y aurait des descentes de la Gestapo, on cachait les enfants, nous on nous cachait à l'assistance publique à Périgueux. Je me souviens encore très bien où c'était. Et il y avait mon cousin, je me souviens aussi. Et comme il n'y avait pas beaucoup de place, on couchait tête bêche dans des lits. C'est la vie, on est rentré. Et ensuite, Lozé est venu proposer à ma mère de nous cacher. Lozé, c'était l'organisation de secours aux enfants, ça existe toujours. Ils ont l'hôpital de jour de Strasbourg, est géré par le Bethesda, là-bas, du côté de l'ancienne. Non, c'est une maison d'hôtel Bethesda, c'est là-bas que ça se passe. Et c'est encore très important, ils ont en France 900 employés. Hein. Et il faut beaucoup de bien. Donc, Lozé nous a envoyé une jeune femme qui on nous a changé de nom. Un nom qui se rappelait Veillet, je crois, je m'appelle Veille, pour que les gosses, si on leur demande tous ceux qui sont, il faut que le nom se rapproche à. J'avais donc quel âge, là, elle est venue nous chercher, c'était en 1942 plutôt, 42, j'avais 4 ans. Et on nous avait dit de ne pas parler si on nous interroge dans le train ou quelque chose. On disait qu'elle accompagnait des jeunes malades, qui avaient du mal à s'exprimer et tout ça. Donc on est allé dans le département de l'Ain, dans un village qui s'appelle Torcieux. Je suis retourné, je n'ai pas trouvé les gens qui nous avaient hébergés. Je pense que les gens qui nous hébergeaient là-bas, ils étaient très pauvres, et je pense qu'ils étaient payés par Lozé. C'était encore l'époque où l'Amérique pouvait encore envoyer des sommes à Lozé, parce que l'Amérique n'est rentrée en guerre qu'en 1942. Donc, jusque-là, ils entretenaient des relations avec les Allemands, avec les nazis. Donc, on était là-bas, on était très malheureux. On n'avait pas grand-chose à manger. On était obligé de planer le blé dans les champs. Comme le dit d'ailleurs la religion juive, quand le blé est fauché et qu'ils ont fait des bottes de paille avec, les gens ne doivent pas repasser dans les champs pour laisser pour les pauvres des épis de maïs qu'ils n'auraient pas ramassés, ou pour des épis de blé, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de maïs. Alors voilà, ça s'est passé comme ça, on était très malheureux, très très malheureux. Il y avait ma sœur avec moi, mon cousin a eu plus de chance, il était dans le même village qui s'appelle donc Torcieux, et lui il était chez les gens les plus riches, c'était un petit roi, on se voyait guère. J'étais des fois enfant de chœur, des fois j'allais à l'école, mais très peu, parce qu'on était là-bas, je ne sais pas sous quelle identité, je ne sais pas. Et voilà, on était là-bas, on gardait une vilaine chèvre, une grande chèvre, on était petits, on en avait peur, oui. Et donc, je parle vite parce que dans une demi-heure, les rabbins vont nous parler, oui. Hein? Donc, on était là-bas quelques années, et en 1942, les Américains ont débarqué à Bizerte. Et là, les Allemands sont devenus comme fous, ils arrêtaient les gens. Et tout, j'ai oublié de dire quand on était à Périgueux, les gens venaient donc arrêter les Juifs. Et les Juifs, quand ils sont arrivés à Périgueux, ils étaient obligés de se faire enregistrer à la mairie comme Juifs. Il y avait le bureau des affaires juives, je ne sais plus
plus comment ça s'appelait, les Juifs étaient obligés de se faire. Pourquoi qu'ils se faisaient inscrire? Ils ne se faisaient pas tous inscrire, mais pour recevoir une carte de ration, parce qu'il y avait la carte de rationnement des tickets pour chercher à manger, le sucre, le beurre, je ne sais pas, la farine, on ne recevait que, il y avait des petits tickets de rationnement comme ça. On ne recevait que s'il y avait marqué, et bien sûr, sur le carte d'identité, il y avait marqué juif. J'étais donc remis en arrière. Donc, après plusieurs années, j'ai à Torcieux, là, et je ne sais pas depuis longtemps que je pensais que c'est la Croix-Rouge ou le clergé qui nous avait cachés. Mais j'ai eu par l'OSE justement un listing des enfants qui ont été, le listing de l'OSE, qui ont été cherchés et ramenés chez eux. On peut plus et c'est là que j'ai su que c'est l'OSE qui nous avait emmenés et cachés à Torcieux. C'était tout un truc d'emmener les gens de Périgueux dans le département de l'Ain à Torcieux. Les trains, il y avait la police qui circulait, la Gestapo, les Allemands, enfin il y avait tout pour arrêter les Juifs. Ça s'est relativement bien passé. Un jour, à Torcieux, on nous a dit, j'abrège parce que c'était des mois, des années après, hein. On a dit, taisez-vous, ne parlez pas, cachez-vous. Alors, on nous a à peine respirer, et on entendait des bruits dehors, de temps en temps un petit coup de feu, c'était pas méchant. Et alors on entendait les gens qui couraient dehors, c'était des Américains qui étaient venus et les enfants couraient après, ils nous lançaient. Alors bien sûr, quand ils étaient en bourse, on courait aussi derrière eux, ils lançaient des bonbons, du chewing-gum, du chocolat. J'ai jamais vu, je ne savais pas ce que c'était du chocolat. Hein, c'est fou. Et quand on est un gosse comme ça, j'avais donc 4-5 ans, on ne sait pas qui on est en fin de compte. On ne sait pas. Et on ne sait pas qu'il y a un autre monde, un monde heureux où il y a des vacances, où il y a du soleil, où il y a la mer. On croit que le monde entier vit comme on vit nous, puisqu'on n'a jamais rien vu d'autre. La télé, ça n'existait pas à l'époque. Hein. Même la radio, les gens n'en avaient pas. Les radios sont arrivées parcimonieusement en France, en Europe, dans les années, comme mon âge, moi à peu près en 30-35. Mais très doucement. D'ailleurs, on a profité pour y fournir aux Allemands des radios pour qu'ils puissent faire sa propagande. C'était, il avait compris. Oui. Et donc, j'ai pas dit, j'ai fait vite maintenant. Pendant qu'on était à Périgueux, on nous prévenait de temps en temps qu'il va y avoir des rafles ou quelque chose. On montait au 3e étage chez nous dans la maison. Les WC étaient dans les paliers. Et on était cachés à 6, 7, 8 dans les WC, on osait à peine respirer. Et les Allemands, quand ils venaient, ça je me souviens encore, ils venaient avec des voitures avec une sirène. Et alors pourvu qu'ils ne s'arrêtent pas devant chez nous, alors quand on entendait le son décroître, on respirait un peu mieux et on était des journées entières enfermés dans les WC au 3e étage. Les WC sur les paliers. Et oui, la vie s'est déroulée comme ça. Et pendant qu'on était à Périgueux, j'ai été opéré des amygdales, je crois, des amygdales. Et comme premier repas, un bouillon, et on m'avait donné 2 petits beurres avec des petits biscuits, là, des petits beurres. Et c'est la seule fois où et après la guerre, j'ai essayé d'en retrouver un, parce que c'était tellement bon, j'avais ce souvenir encore de ces petits beurres qu'on m'avait donnés, c'est incroyable. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ouais. Et j'ai des souvenirs. J'ai écrit l'indice de la production industrielle tombé à 38 pour un indice de 100 en 1938.
Mais ce qui m'est resté surtout, c'est que quand on est en Galicie, l'osé avait disparu. Hein? Comme on était déjà sous un faux nom là-bas, on ne nous aurait jamais retrouvés, on ne savait pas qui on était. À 4 ans, 3, 4 ans, on ne sait pas qui on est. Et donc, mon père n'était pas là. Mon père est revenu en 1945. Ils ont, les gens qui étaient dans les camps prisonniers ont été libérés. Mon père avait été blessé pendant la guerre. Et un jour, à Périgueux, ça sonne, je descends, on était libérés déjà. Je descends, il y avait un bonhomme affreux, paralysé, il avait une capote militaire, un calot de travers sur la tête, une musette, c'était pas très sympa. Il me prend dans ses bras, il m'embrasse. C'était mon père que j'ai connu comme ça. Et c'était en 1945, j'avais donc 7 ans. Voilà, mon père est mort en 1953. En 1952, je ne l'ai pas connu très longtemps et ça m'a beaucoup manqué, l'histoire de ne pas avoir de père quand on est tout petit. Et ce que j'en ai, le résumé de tout ça, c'est que, je l'ai déjà dit tout à l'heure, quand on est comme ça quelque part, j'ai jamais connu une vie, on ne connaissait pas la vie heureuse qu'on a maintenant. Les gens, il n'y avait pas, mais de dire on va en vacances, on mange bien, on a des sucreries, on a du chocolat et tout ça. Je n'ai pas connu ça, ça n'existait pas. C'était la mauvaise époque, Et surtout mon père n'était pas là non plus. Et la vie s'est déroulée comme ça. Mais on pense que tout le monde vit comme ça. On ne savait pas qu'il existe un meilleur monde où on vit bien, comme nous on vit aujourd'hui, entre parenthèses, avec tout l'antisémitisme qu'il y a maintenant. Oui, encore ça c'est rien. Ouais. Et ça c'était la vie. Si vous voulez, je vous raconte aussi de ma femme, que je ne connaissais pas. Elle est née sa mère était de Sarreguemines, son père de Haute-Weiler, c'était un village à côté de Sarreguemines. Donc elle est née allemande, sa mère à Sarreguemines en France. Ils ont pu quitter in extremis l'Allemagne. Son père a été déporté à Auschwitz, pris en France. Et chez nous en France, la vague famille qui était originaire de Trèves était venue se réfugier, une fille qui avait, leur fille qui avait 20 ans, comme ça, qui était chez nous à Orfeden, réfugiée à Orfeden parce que les nazis étaient trop virulents en Allemagne. Elle a pu venir chez nous. Elle est encore venue avec nous à Périgueux. Et à Périgueux, les Allemands l'ont pris directement à Auschwitz. Hein. C'était pas des années heureuses. Hein. Et après, en rentrant, après la guerre, je raconte tout, hein, les enfants de mon âge, ils avaient, pour que je dise, beaucoup d'antisémitisme. Mais pourquoi? Ils n'y pouvaient rien. Ils étaient des Allemands, les avaient mis déjà dans les Hitlerjugend. Les jeunesses hitlériennes, où on leur apprenait que les Juifs étaient ceci, que les Juifs étaient cela. J'étais le seul enfant juif du village. Hein. Et souvent, je bagarrais à coups de poing. Mais c'était leur éducation, ils étaient élevés comme ça. Hein. Et ça s'est atténué après. Ouais. Et c'est ça. Ouais. Après j'allais en classe à Saverne, parce qu'à Orfeden, il n'y avait pas de secondaire. J'avais comme prof Geller, je ne sais pas, il y en a qui l'ont connu encore. Léon Geller, oui. J'ai avancé un peu vite dans mon histoire de... Comment? Ouais. Ça c'était après quand on était de retour. Ah oui. Nous sommes revenus avec mon père après la guerre, c'était donc en 1945, à Orfeden. Notre maison avait été entièrement vandalisée, vidée de tout ce qu'il y avait dedans.
Et il y avait des habitants, des Bohémiens qui habitaient dedans, qui étaient entièrement vandalisés. Alors, on ne savait pas où aller, alors on était allé dans la maison d'un juif qui n'était pas encore venu. Il s'appelait M. Becker, c'était un type bien, qui a d'ailleurs perdu ses 3 fils de 20 ans, ils ont été tués par les Allemands pendant la guerre. Hein? Aussi du côté de Limoges, je ne sais pas où exactement. Et donc, en bas, il y avait le mess des officiers. La ville de Orfelden, la ville, c'est un village, nous avait mis à disposition des matelas par terre. On n'avait plus rien du tout. Hein. Et la vie a continué. On était pas mal, disons, moi j'étais pas malheureux, on avait à manger, c'était pas éleusant, mais on avait plus faim. Et en bas, il y avait le mess des officiers, ça se passait joyeusement. Nous, on était au premier étage, je me suis aussi, il y avait le mess des officiers américains. Je tiens aussi à raconter encore une histoire qui n'est pas, et dont je ne suis pas fier. À Orfelden, il y avait un grand cimetière militaire américain. Et chaque année, au 11 novembre, il y avait une grosse cérémonie que les Américains savent bien faire, coup de fusil en l'air, le drapeau américain, et tous les enfants des villages environnants, il y avait un village tous les 2-3 kilomètres, ils venaient avec leur maître d'école, et devaient venir avec un bouquet de fleurs, et le mettre sur une tombe. Il y avait un tas de croix. Et il y avait aussi des trucs avec des magazines, ça voulait dire qu'il y avait également avec des signes que c'était des musulmans qui avaient été enterrés là. C'était en forme de mosquée, je ne sais pas quoi. Et pour les juifs, c'était un magazine. Et personne ne se mettait devant ces tombes-là. Et à ma grande honte maintenant de le raconter, et à l'époque, je n'y mettais pas non plus devant les croix des juifs. J'étais le seul enfant juif parmi les milliers de jeunes qui étaient là. Et j'avais honte de montrer que j'étais juif. C'est triste, mais c'est comme ça. J'avoue, j'avais à l'époque, quel âge que j'avais, c'était en 1948, 48 ans. Ce cimetière n'existe plus, il y a juste encore une tombe là-bas, il y a un monument. C'est en dehors de Orfelden, un kilomètre en dehors de Orfelden. Tous les Américains ont été rapatriés, les tombes, les corps ont été rapatriés. Il en reste juste un, dont il avait fait des parties de la ville de Meaux, il est resté dans la terre alsacienne. Il y a un monument là-bas avec son nom. Oui. Oui. J'ai encore le temps. J'ai parlé un peu trop rapidement. Oui. À Orfelden, on avait un poste, non, à Pellegro, on avait un poste radio, alors on essayait d'écouter des informations que De Gaulle lançait de Londres. Ici, Londres, la France parle aux Français. Alors il y avait toujours les Allemands, ils essayaient de brouiller, et il fallait vraiment écouter pour il disait Bertin Grandpied ou qu'est-ce que des vers de qui signalaient aux résistances ils avaient signalé le débarquement aussi, comme ça par message, mais pas clair, sauf que les résistants savaient ce que ça voulait dire exactement. Et donc il y a eu le débarquement. Oui, et oui, les parents, en
fait, quand la gendarmerie est venue dire à mes parents que demain matin à 10 heures, il faut être place du marché et vous ne pouvez pas emmener une valise plus grande que X. Hein. Ils ne le savaient pas encore. Alors toute la nuit, ils ont cousu des petits sacs et mettre du charbon dedans, des petits sacs comme ça. Et ils pensaient emmener ces sacs avec le charbon dedans, parce qu'ils pensaient être emmenés dans les pays de l'Est. À l'époque, les gens croyaient que les Allemands envoyaient tous les gens dans l'Est pour les faire travailler dans des, je ne sais pas où, hein, pour les prendre comme esclaves pour les pays de l'Est. Et ils avaient fait des sacs comme ça, bien sûr, le lendemain, ils n'ont pas pu l'emmener. Mais quand on voit la différence, aujourd'hui, ça ne viendrait même pas à l'esprit de fabriquer avec dans des toiles de jute, hein, de faire des petits sacs et les coudre, et mettre du charbon dedans. De toute façon, ça aurait tenu combien de temps, des petits sacs de charbon, hein, vous vous rendez compte? Et oui, et c'était une drôle de période. Oui, et alors, j'ai écrit mes mémoires. Alors, pour revenir de Périgueux après la guerre, mon grand-père était allé en avance une semaine avant pour voir dans quel état était notre maison. Et c'est pour ça qu'il a trouvé la maison de ce monsieur Becker, pour qu'on puisse se coucher là-bas. Il avait prévu la mairie pour qu'on ait des matelas. Alors, on a pris le train, il fallait 2 jours pour arriver et le plus proche de Orfelden, le train s'arrêtait à Saverne. On est descendu, ça je me souviens, comme si c'était hier, il fait une chaleur, c'était encore des trains à banquette en bois, 3e classe. À notre arrivée à la gare de Saverne, il faisait une chaleur, j'ai noté. Nous étions des réfugiés, alors qu'on revenait chez nous, hein, réfugiés chez soi-même, hein, et avec des baluchons et de vieilles valises qui n'en pouvaient plus fermer par des méchants bouts de ficelle. Nous sommes partis à pied en direction de Orfelden qui se trouvait à 12 km. Tout le monde portait quelque chose, nous aussi les enfants. Les bretelles de ma culotte, avaient lâché. D'une main, je tenais ma culotte et de l'autre, je portais un sac. Hein, c'est des détails comme ça. Et quelle chaleur, je l'ai vu ça. En ce temps, les voitures automobiles et même des attelages avec des chevaux ou des bœufs, on n'en voyait pas beaucoup. On n'en voyait pas beaucoup. La guerre avait tout réquisitionné ou tout mangé. Nous étions là, nous traînant au bord de la route en essayant de faire du stop avec d'hypothétiques voitures, il n'y en avait pas. En miracle, une vieille guimbarde est arrivée. C'était M. Zimmermann, un ami de mes parents de Orfelden qui avait reconnu mes parents. Je crois bien qu'à 7 ans, c'était la première fois que je montais dans une automobile. Là, c'est pas comme aujourd'hui. Hein. Après la chaleureuse effusion, il nous emmenait à Orfelden. Oui, et alors moi je parlais pas l'alsacien, et tous mes petits copains, ah oui, j'avais oublié de vous dire, l'Alsace-Moselle avait été pris par le Reich et incorporé au Reich, alors que le restant de la France, c'était la France occupée. Ça n'avait pas du tout le statut du restant de la France. L'Alsace-Moselle, les gens d'Alsace-Moselle étaient considérés comme allemands. Ça faisait partie du Reich allemand. Alors que le restant de la France, c'était occupé, sauf la ligne de démarcation avait coupé la France en deux, donc il y avait un côté, on appelait ça la France libre, on disait les Pôles en rêve, et l'autre côté, c'était la France occupée par les Allemands. C'est pour ça que la capitale de la France, le siège
de gouvernement, c'était Vichy à l'époque. Oui. Et je suis là, je m'en suis sorti. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a encore comme histoire que je vais raconter? Je me souviens des chars américains. Il y avait des chars Patton qui étaient des monstres, des trucs immenses. Quand ils passaient à côté de nous, la terre tremblait. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des gens, vous pouvez me poser les questions que vous voulez, tout ce que j'ai dit, c'est la vérité. Là. J'ai pas d'autre vérité. Quand vous êtes parti sur Périgueux, pardon, je devais dire pour que tout le monde puisse m'entendre. Quand vous êtes parti sur Périgueux, tu parles pas de ta mère. Tes parents, toute ta famille est partie là-bas. Non, ma mère avec nous. Ta mère, elle t'a vu? Oui, oui. Et elle est revenue après la guerre? Elle est revenue. Heureusement qu'elle a pu passer toute la guerre à Périgueux, dans l'appartement que nous avions, alors que les Allemands savaient pertinemment vous allez parler de tous les juifs, sauf certains juifs intelligents qui ne s'étaient pas fait enregistrer. Mais il fallait ces cartes de rationnement, on ne pouvait pas faire autrement. On habitait, je me souviens aujourd'hui, rue Saint-Front, la cathédrale de Périgueux s'appelle Saint-Front. Et on habitait dans la rue Saint-Front, qui se trouvait devant la cathédrale. Oui, d'accord. Oui. Vous avez des questions, vous pouvez demander des questions que vous voulez. Hein? Oui. Paul Landowski, quelles étaient les relations entre les habitants périgourdins et la communauté juive, comme vous, qui étaient là-bas? Oui. J'ouvre une parenthèse, j'ai habité juste à côté de la cathédrale. Ah, J'ai une oui, anecdote. Oui. On était les seuls juifs qui habitaient la maison. Je me souviens que les propriétaires s'appelaient Pedrazzi. Ah, ça m'est resté. C'est marrant. Parce qu'il y a une synagogue à Périgueux. Il y a la synagogue qui est derrière la préfecture. Les gens allaient à la synagogue. D'accord. Oui. Je peux poser une question parce que Oui, madame. Madame a dit qu'elle n'a jamais porté l'étoile jaune. Alors je me demande est-ce que vous l'avez portée? Non, je l'ai déjà porté. Comme ma mère. Ma mère l'a porté. J'étais petit parce qu'il la faisait porter qu'à partir de, je ne sais pas si c'est 5 ans. Je ne sais plus l'âge que c'était. Mais quand on est gosse comme ça, on ne réalise pas, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Être juif, pas juif, c'était. Quand je suis né, mon père était dans un fort de la ligne Maginot. Et il a eu toutes les peines du monde d'avoir une permission pour m'adresser là. Oui. Et après, il a dû repartir. Donc, il n'était pas au Fresnel quand les Allemands sont arrivés. Lui, il avait déjà été fait prisonnier à Dunkerque. Deuxième question. Oui. Deuxième question. En fait, beaucoup de juifs avaient des appartements, mais qui n'étaient pas loués en leur nom. C'était d'autres gens qui les avaient cachés. Oui. Est-ce que, enfin, même si les Allemands savaient qu'il y avait des juifs, ils n'avaient pas leur nom qui était sur les appartements. Est-ce que c'était le cas de votre famille qui a fait qu'elle a passé à travers le filet de... Non, Je pose la question. ils étaient enregistrés comme on était. Non, non. Il y avait des juifs. Et alors, ce que j'ai oublié de dire aussi, quand les Allemands sont arrivés en 1940, c'était déjà l'armistice, il y avait beaucoup de juifs qui étaient déjà partis dans le sud. Des gens qui avaient des moyens, ma mère n'avait pas le permis, elle n'avait rien, on avait bien une voiture, on ne savait pas conduire. Alors beaucoup étaient partis et c'était des exodes, ils avaient loué, ou ils n'avaient pas encore loué, mais beaucoup avaient déjà loué des vieilles fermes ou acheté même des vieilles maisons qui ne valaient rien et qui ont pu ainsi se cacher. Gérard Salomon, il m'a fait, je l'ai interviewé là-dessus. Il m'a dit
ils sont partis avec une voiture, et tout. Et ils étaient dans l'Exode, ils ne pouvaient pas rouler, ils roulaient au pas. Parce que les gens étaient sur les routes, ils ne pouvaient pas passer. Alors ils sont arrivés jusqu'à. Bon, je ne sais plus. Je sais plus. Raphaël Sorazo, beaucoup étaient dans cette région-là. Et ils se sont fait bombarder quand même. Oui, ils étaient obligés. Ils avaient des matelas sur le toit pour éviter quand les Allemands passaient, malgré que ils voyaient que c'était des civils, et ils voulaient totalement désorganiser le Japon. Et je tiens à dire aussi une chose que j'ai appris par la suite. Les officiers français n'étaient pas très combatifs. Il y en a eu quelques-uns, mais il y a eu des officiers français combatifs. Mais beaucoup avaient plus confiance dans la ordnung allemande que dans le Front populaire où les communistes seraient arrivés au pouvoir. Ils avaient peur pour eux, donc ils n'étaient pas très courageux. Et souvent, les sous-officiers, les hommes de troupe, les militaires, étaient livrés à eux-mêmes, ils ne savaient pas quoi faire. Puisque les officiers généraux, hein, et d'autres aussi, colonels et tout ça, ils n'étaient pas très combatifs. Il y a des questions? Justement, je pose beaucoup de questions. Après la guerre, quand vous êtes revenu à Orfelden, vous ne parliez pas l'allemand, puisque l'allemand était la langue ni l'alsacien, on ne nous a pas parlé. Est-ce que vous avez été dans une classe spéciale pour qu'on vous apprenne le français, ou est-ce que vous avez été obligé de vous rattacher au petit train, entre guillemets, de l'école? Orfelden, il n'y avait pas de classe spéciale. Parce que je pose la question parce que ma mère avait une classe spéciale parce qu'elle parlait plus français. Et en fait, est-ce que vous avez pu d'abord être scolarisé, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde? Oui, j'ai pu être scolarisé. Voilà. Mais j'étais surtout très intelligent. Ce qui n'était pas le cas. Mais comme les petits copains, ils ne parlaient que l'allemand, on leur avait enseigné l'allemand. Après, les maîtres d'école, ils apprenaient aux élèves, c'était interdit de parler l'allemand ou l'alsacien après la guerre. Donc, moi, je parlais que le français. Donc, j'aurais été nettement supérieur. Ils m'ont rattrapé, en fait. Ils m'ont rattrapé. Et c'est vrai, j'étais une classe en avant. Oui. Oui, alors pour les jeunes, vous n'avez rien à demander, les jeunes? J'aimerais bien. Qu'est-ce que vous a choqué dans ce que j'ai dit? Les vieux, ils ont vécu aussi, mais pas aussi longtemps. Je n'ai que 87 ans. Oui. Mais en fait, il y a encore des gens. Mais le pire, c'est qu'après la guerre, quand les gens revenaient, même les gens qui étaient à Auschwitz. J'étais à Saverne, il y avait un monsieur qui s'appelait Sylvain Kahn, le fils il est là d'ailleurs. Il était tatoué, et je m'allais à Saverne, je m'enseignais à côté de lui quand j'étais à la synagogue, je lui demandais, racontez-nous un peu comment c'était, parce qu'il était à Auschwitz ou à Dachau, je ne sais pas. Auschwitz, oui. Et il était tatoué, vous leur demandez qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on n'entendait rien du tout, on ne savait rien du tout. Il y a des gens qui ne savaient pas, d'autres qui ne voulaient pas savoir, et ceux qui revenaient de l'enfer, ils ne voulaient pas qu'on se replonger dedans. C'est le cas, personne ne racontait rien. Oui. Déjà, qu'est-ce que vous avez décidé à parler justement parce que beaucoup de personnes. Vous ne voulez pas, s'il vous plaît, vous ne voulez pas me mettre ici parce que j'entends pas bien. Est-ce qu'il y a eu un déclic qui vous a poussé à parler, à raconter votre témoignage? Moi? Oui. Par rapport à toutes les personnes qui se sont tues vers la douleur. Pourquoi soudain, enfin pas soudain, mais qu'est-ce qui vous a poussé à raconter? Je le fais avec plaisir, justement, pour que les gens sachent, parce que je suis déjà allé souvent dans les écoles et j'ai raconté,
aussi bien des écoles juives que des écoles pas juives. Et je suis étonné de l'ignorance des gens, autant chrétiens que juifs. Ils ne savent pas, ils ne savent rien du tout de ce qui s'est passé. Est-ce que vous savez quelque chose? Je lis là-dessus depuis que je suis petite, mais est-ce que chez vous, il y a eu un déclic où vous vous êtes dit, il faut que je parle? J'ai écrit mes mémoires. Comme la comtesse de Ségur. Et oui, je voulais que au moins mes enfants ils sachent ce que j'avais fait. J'ai ma fille qui est là. Est-ce que tu savais quelque chose, Marie? Je savais, j'avais appris à l'école, mais après j'ai appris avec toi. Oui. C'est en cours du programme, je pense. Non, je suis allée à l'école, et après. Parce que en fait, j'ai rien arrêté à la je ne racontais pas. On ne racontait pas à nos enfants. On leur racontait que des choses joyeuses pour qu'ils aient une autre vie que nous. Mais on a su tard, on a su très tard que tu avais été un peu caché. Oui. Je ne sais pas si ça fait 10 ans que je sais. Oui, et tu as 60 ans, hein? Ouais. Mais pour faire un témoignage pour l'histoire de la mémoire, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que le père de mon père, Abraham Landowski, qui était exterminé, mon père l'a su, il n'a pas su, nous on l'a su après quand les camps étaient libérés par les Russes, et on a pu mettre un Stoppelstein, donc le fils, il ne savait pas que son père, il est parti, la mère est partie d'Israël, elle a dit, il y avait un danger quand ils étaient en Allemagne, mais le père n'a pas cru à l'extermination, il a disparu, et mon père ne nous a jamais dit que son père était exterminé. On l'a su il y a une trentaine d'années. Donc on a mis une pierre, on était au camp de concentration à Sachsenhausen. C'était simplement pour dire que malheureusement ce que vous dites c'est trop vrai. C'est que maintenant je comprends encore un peu mieux, parce que les choses ne se disaient pas. Mais je crois que mon père devait savoir, mais j'ai l'impression qu'il ne nous a pas dit, ou il ne savait pas. Je ne sais pas. Non, il ne voulait pas, il ne racontait pas, il ne voulait vraiment pas. Mon message pour les gens aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. Oui, il faut transmettre que ça ne se reproduise plus et on est sur le chemin contraire. Ouais. Hein? Oui, je me suis toujours demandé, je ne devrais pas dire à côté d'un rabbin, on est le peuple choisi. Mais depuis qu'on est le peuple choisi, le monde entier nous en veut. Hein? Et c'est vrai. Et pourquoi? On est comme les autres. Hein? On est ni plus ni moins. Est-ce que après la guerre, dans les premières années après la guerre, je dirais 45, 46, que dans les années 50, est-ce qu'on a ressenti dans les villages, entre autres à Freden, est-ce qu'on a ressenti de l'antisémitisme? Parce qu'il y avait dans des villages, je sais que mon père l'a ressenti à Detzenheim, au Rhin, il avait ressenti un certain antisémitisme. Est-ce que vous avez ressenti également cela pour la guerre, surtout comme enfant et comme écolier? J'étais avec ma sœur, nous étions les seuls enfants juifs à Orpheline. Et j'ai dit tout à l'heure que les enfants étaient dans les victorines des jeunesses qui allaient. On leur apprenait qu'un juif était dessus, on pouvait faire. Et ils l'ont, quand je suis arrivé, j'étais l'image du juif qu'on peut tout faire. Dans les grandes villes, ça c'est moins senti. Dans les grandes villes. Parce que les gens étaient plus anonymes qu'à la campagne, parce qu'à la campagne, tout le monde se connaît. Et j'avais souffert de ça. J'avais des copains qui me défendaient aussi. Hein? Alors, en fait, ouais. Et c'était des fois difficile. Et pour les garçons, alors, après la guerre, il y avait l'école des garçons qui était où j'étais, et c'était des instituteurs totalement laïques, religieux, mais laïques, je veux dire. Et pour les filles, c'était des bonnes sœurs. C'est-à-dire encore
sais. Alors quand il rentrait en classe, tout de suite, il fallait faire le signe de croix et réciter « Je vous salue Marie ». Je connais réciter aussi quand j'étais petit. Des fameuses prières, plusieurs prières, je connaissais. J'étais pendant la guerre, j'étais enfant de cœur aussi. Mais alors, oui, il y a une école juive qui s'est ouverte à Strasbourg, tout de suite après la guerre, par le rabbin Deutsch, le grand rabbin Deutsch, l'école là-bas. Et donc, il a tout de suite envoyé ma soeur là-bas, avec une copine à elle qui est là, qui s'appelle Ruth là-bas, une vraie blonde. Ouais. Oui, allez-y. Est-ce qu'après-guerre, vous êtes retourné voir là où les familles qui vous ont accueillis? Oui, à Portieux, je suis retourné. J'ai emmené ma femme. Les gosses étaient avec, mais je ne me souviens pas, ils étaient trop petits. Et il me semblait que je reconnaîtrais, en face, il y avait un escalier qui montait, je jouais. Et bien, je n'ai pas retrouvé, d'ailleurs, le village avait totalement changé, il était coupé en deux par une autoroute. Et je suis allé à la mairie, j'ai demandé, j'ai pas du tout retrouvé. J'aurais aimé retrouver les gens, j'ai pas du tout retrouvé. Et je ne sais pas, des fois j'étais donc enfant de cœur, j'allais à l'école, mais pas souvent. J'avais pas mon nom, le nom que j'avais, c'est marqué, c'est eux qui me l'avaient donné, là. Je m'appelais. Mon cousin qui s'appelait Meyer, ils l'ont appelé Maillet. Et moi, c'est Verlin. Bertin ou Verlin? Verlin. Hein? J'ai fait 2 ans. Ma sœur et moi. Et c'est marqué quand on nous cherchait. Ça s'est passé comme ça, c'était. Merci beaucoup d'être venu. Si j'ai pu vous apprendre quelque chose, surtout pour les jeunes là-bas. Vous avez appris quelque chose, les jeunes? Vous saviez quelque chose? Comment? Vous m'entendez? Oui. Vous connaissiez le détail aussi comme ça? Oui, non? Sinon, on leur donne votre adresse. Oui. Vous pouvez venir, je vous expliquerai. Vous aurez un Coca-Cola. Oui. En prix. Oui. Mais j'aime bien, et je ne vais pas le dire, rien que d'en parler. Quand je viens souvent ici, j'ai des arrière-petits-enfants qui sont ici à l'école, dans le bâtiment. Et quand je vois tous ces gosses, ça me fait pleurer. Je suis content avec ce qu'on a subi et tout ça. Je suis vraiment heureux de voir tous ces gosses qui crient, qui s'amusent, qui chahutent. Et je suis content de voir ça. Merci beaucoup, M. Veil. Merci à vous d'avoir participé. Merci à la jeunesse qui est venue, merci aux participants, merci à M. Geisman. Et on essaie de se retrouver le trimestre prochain